Eh bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le dividende universel via la symétrie temporelle. Donc on va essayer de s'habituer à réfléchir dans un repère temporel, ce qui n'est pas évident a priori. Donc c'est parti. Pour commencer, nous allons définir, ici on le voit, une espèce de tube qu'on va appeler zone économique. Donc on va imaginer une zone économique dans ce tube ici où on voit des petits bonhommes. Alors vous me direz pourquoi c'est un tube, pourquoi c'est des petits bonhommes. Eh bien on va le voir par la suite. C'est important de commencer par cette image. On va s'habituer petit à petit à comprendre les concepts qui sous-tendent la réflexion. Donc deuxième image, on trace ici un axe temporel. Donc lui il va nous suivre maintenant tout le temps et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Donc on va voir ici sur l'axe donc temporel marqué ici, on a trois valeurs, 0, 1 demi de EV et EV. Alors qu'est-ce que EV? EV comme en fait espérance de vie. Je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Espérance de vie. Voilà, donc si vous avez réfléchi un peu, vous commencez à comprendre que eh bien, les petits bonhommes du bas en fait sont proches de leur naissance, donc c'est plutôt des enfants. Les bonhommes au milieu sont plutôt des hommes qui sont à la demi-espérance de vie. Alors pour vous donner une idée, en zone euro, l'espérance de vie c'est à peu près aux alentours de 80 ans. Donc on peut supposer que la demi-espérance de vie en zone euro, ça serait aux alentours de 40 ans. C'est l'espérance de vie moyenne bien sûr. Et enfin l'espérance de vie finale, où on a donc les plus âgés d'entre nous, qui sont tout en haut. Alors évidemment, selon une autre zone économique, on pourrait avoir une espérance de vie beaucoup plus faible, ou pourquoi pas, on pourrait imaginer une zone beaucoup plus longue dans des endroits où les hommes vivent plus vieux. Bon, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce principe de réflexion. Donc déjà, on a placé des bornes ici dans le temps qu'il va falloir commencer à bien intégrer, à bien mémoriser pour pouvoir suivre et comprendre le raisonnement qui va suivre. Voici notre troisième graphique. Donc, on ne retrace pas ici l'axe, mais on l'a en tête, évidemment, l'axe temporel. Alors, ces hommes sont tous en vie, bien sûr, que ce soit les jeunes, les hommes de moitié d'espérance de vie ou les plus âgés. Et on trace ici, on a tracé, histoire de montrer, de les matérialiser, ou de les visualiser en tout cas, les potentiels, les échanges économiques potentiels entre ces individus, qui donc échangent biens et ou services et bien sûr monnaie. Et maintenant, on arrive en prenant un peu de recul sur notre zone économique spatio-temporelle. Donc on revoit bien sûr au centre notre petit morceau de tube qui représente les vivants, donc qui est entre 0 et l'espérance de vie. Au-delà de quoi, eh bien, on commence à rentrer dans le tube des morts. Donc c'est plutôt le passé qui est visualisé sur le haut, et plutôt les naissances à venir sont plutôt dans le bas. Donc les gens qui sont en bas du tube du milieu ou en haut ne font pas partie des vivants, ils n'existent pas, mais ils sont potentiellement là pour les prochains arrivants et déjà partis pour ceux qui sont morts. Donc il faut bien comprendre ce graphique, puisque là on a visualisé les deux limites importantes du temps et ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc on est bien clair là-dessus. Et avec toujours nos échanges économiques au milieu, bien sûr. Alors, on va passer au graphique suivant. Alors, ça c'est important de comprendre ça, parce que si on n'a pas compris ça, on aura du mal, encore une fois, à bien comprendre la suite. Évidemment, tous ceux qui sont morts et tous ceux qui sont à venir, tous ceux qui ne sont pas encore nés, ne peuvent pas échanger.
économiquement. On est d'accord avec ça. Ça paraît évident, mais encore faut-il bien comprendre comment ce référentiel est visualisé. Sinon, on aura du mal à faire des raisonnements justes. Donc c'est pour ça que les échanges économiques qui sont marqués entre des morts et des vivants et des futurs entrants et des vivants sont marqués en rouge parce qu'en fait ils n'existent pas. Il n'y a que les vivants qui échangent entre eux. Hein. Quand bien même un mort a fait un testament, c'est pas lui qui fait l'échange, c'est son notaire. Mais c'est pas lui, c'est un vivant qui fait un échange avec un autre. Donc les morts et ou ceux qui sont à venir n'existent pas. Ils ne sont pas encore ici dans notre espace économique. Alors voilà. Donc comment il faut bien percevoir ce principe-là. Hein. Donc on passe à la suite. Donc pour comprendre le flux, c'est un petit résumé, une petite concentration maintenant. On a donc deux choses maintenant qu'il va falloir comprendre. C'est que l'individu, lui, va de la naissance vers la mort. Donc on l'a vu, il va aller du bas vers le haut. Tandis que le repère, lui, le repère de vie, cette bout de tube entre 0 et l'espérance de vie, lui, il va descendre plutôt des morts vers les vivants. Il va aller vers les nouveau-nés, bien sûr. Il va descendre dans ce fil-là. Donc il y a deux façons d'appréhender ce repère. Soit on suit un individu le long de sa vie, donc on va aller plutôt vers le haut. Soit on suit le repère et on va aller plutôt vers le bas. Il faut bien comprendre ça. C'est comme en physique, si vous voulez, quand vous repérez un train, vous pouvez considérer que le train va de la droite vers la gauche, mais quelqu'un dans le train dira que c'est vous qui allez de la droite vers la gauche. Hein, donc le train va de la droite vers la gauche, et dans le train on dira que vous allez de la gauche vers la droite. Donc ça s'inverse évidemment selon l'endroit du repère où vous êtes. Donc soit selon un individu, on va le faire hein, tout de suite, soit selon le repère. Donc selon un individu, regardez le parcours d'un individu tout le long de sa vie. Essayez de bien visualiser ça, de bien le comprendre, de bien y réfléchir. Alors vous le voyez là dans la vidéo, il ne faudra pas hésiter à y revenir parce que ça c'est pas forcément évident pour tout le monde du premier coup. Si vous n'y avez pas réfléchi avant, c'est assez surprenant de réfléchir au phénomène sous cet axe. Donc il faut s'y habituer. Alors, ici on a un individu qui n'est pas encore né. Donc il est potentiellement là. Alors évidemment ça dépendra des individus vivants, savoir s'ils feront des enfants ou pas. Mais il est potentiellement là, il peut venir, mais pour l'instant il n'est pas là. Il ne fait pas partie des vivants. Et voilà, donc ici, on voit bien qu'il monte. Hein. L'individu qui était en rouge se retrouve, vous voyez, en bas, proche du 0. Donc ça y est, il est né, il est petit. Hein, il vient de naître, ou il a quelques années, bon, peu importe. C'est un jeune en tout cas. Et on voit qu'il a grimpé. Alors évidemment, plus bas que lui, il y a deux nouveaux entrants qui attendent leur tour. C'est pas... évidemment, vous êtes né et puis il se passe plus de naissance. Si vous êtes né, il y a encore des naissances qui vous suivent tout le temps en fait. Ça n'arrête pas et ça dure depuis un certain temps. Donc on continue. Maintenant, notre individu est passé, bien sûr, de sa naissance à l'âge de milieu de vie. Donc, pour la zone euro, encore une fois, on est aux alentours de 40 ans. Donc voilà, il a fait son parcours. Hein, on commence à comprendre assez simplement. Donc vous voyez qu'il continue à monter, il monte. Et enfin, eh bien, il arrive proche maintenant de la mort. Donc il est âgé, donc il est... Alors évidemment, il n'a pas eu d'accident, etc. On est sur l'espérance de vie moyenne, hein, donc on regarde un individu moyen. Il est proche quand même de sa mort, autour de 80 ans, 85 par là, bon, peu importe, c'est pas important. Au bout de l'espérance de vie, il approche de la mort, et enfin, eh bien, il sort du tube, et donc là, il est mort. Voilà. Et on voit bien que d'ailleurs que le tube des vivants est toujours là, lui. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, qu'on commence à avoir vu ça, c'est de se dire, bon, est-ce que il est possible de faire quelque chose pour que ce tube fonctionne bien? Et ça, on vient de le voir, ça ne dépend pas d'un individu en particulier. Ça ne dépend pas non plus spécialement d'une absence d'individus. Il faut bien que les individus se mettent aussi d'accord là-dessus. Donc on ne peut pas dire que c'est sur la base d'un individu ou sur la base de 0 individu qu'on peut se mettre d'accord. Non. Il faut que les individus vivants, à un moment donné, puissent se mettre d'accord sur comment ça peut fonctionner.
Mais encore faut-il que cet accord-là puisse, comme on le voit, être accepté par les suivants, parce qu'on voit bien que ce flux n'arrête pas. Donc, penser qu'on va juste faire un contrat entre ceux qui sont vivants, ça pose un souci disons de recul par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Bon, on va rentrer dans les détails un peu plus loin. Alors, ça c'était selon l'individu, puis alors, toujours dans l'optique de comprendre comment fonctionne ce flux et ce repère double, soit selon l'individu, soit selon le repère, on va suivre le repère. Donc lui, le repère, bon, ben, si on regarde les individus comme étant ici le long d'une bande, entre donc ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui sont nés, les milieux de vie, les fins de vie, et puis ceux qui sont morts, bon, c'est une bande, comme une bande de film, si vous voulez. Et le repère, lui, suit ce déroulement, quoi. Il suit, hein, il filme, en fait, si vous voulez. C'est un film. Et au fur et à mesure qu'il passe, évidemment, la vie se déroule. Voilà, donc ici, le repère a baissé un peu, puisqu'il a suivi le film. Donc au fur et à mesure qu'il avance, il fait naître ceux qui sont à naître, et puis il fait vieillir ceux qui passent par les différentes étapes de vie. Voilà, donc les gens qui sont encore pas à naître vont passer par la moulinette du temps, en quelque sorte, et puis vont vieillir jusqu'à disparaître. Et puis alors ici, puisqu'on est quand même sur un raisonnement économique, on voit d'ailleurs que la première génération est en rouge en haut, donc elle est morte, hein, et on a une nouvelle génération qui décide, et c'est ça qu'il va bien falloir comprendre, alors qui décide d'installer un système monétaire sur une base équitable entre eux, ils n'ont pas de raison de faire autrement. C'est pour simplifier, encore une fois, il faudra caler ce raisonnement sur vos prérequis économiques par ailleurs, mais ça vous permet de comprendre le principe, sur une base donc de 100 unités chacun. Voilà, ils se disent, mais très bien, on va créer, donc c'est bien, tout le monde est muni de 100 unités chacun. Bon, très bien. Et alors on voit comment ça se déroule. Eh bien, on le voit ici, parce qu'on a gardé les traces dans la bande du film de la vie. On a les échanges économiques en rouge en haut de la génération qui est morte, hein, donc cette génération ici, en rouge ici, eh bien elle est morte, mais pour autant on a gardé les échanges qu'ils ont fait entre eux. Bon, très bien, ils ont fait plein d'échanges, mais évidemment, à un moment donné, il a fallu qu'ils lâchent ce qu'ils avaient, puisque ils sont morts, ils sont passés de vie à trépas, mais par contre, eh bien leur monnaie notamment, on va s'intéresser à leur monnaie, parce que leurs valeurs, bon, eh bien, ils sont anciens, et peut-être qu'elles n'ont plus du tout de valeur dans le futur, même sans doute que non. Et donc leur monnaie notamment, par contre, elle a bien transité. Et puis aussi, bien sûr, les valeurs. Ce qu'il en reste en tout cas. Elle a transité, on le voit. Alors ici, on a tracé un fil. Il se trouve que, bon, c'est un cas particulier, mais vous pouvez imaginer aussi que chaque individu, c'est pas un individu, mais c'est un groupement d'individus. Vous pouvez imaginer que c'est des régions, voire des pays ou des villes. Hein, c'est pas important, mais vous pouvez à chaque fois augmenter votre finesse d'analyse de la situation. Ça ne changera pas le raisonnement. Donc, eh bien, il se trouve que dans ce cas-là, bien par transmission, hein, on le voit ici, alors par échange ou par héritage, peu importe, à la limite c'est pas important. On a passé ici toujours avec des morts qui ont transmis, et on arrive à cette situation où à un moment donné dans le film, eh bien il y a un individu ici, ou un groupement d'individus, peu importe, qui se retrouve avec la totalité de la monnaie qui avait été créée initialement, c'est-à-dire, on le voit ici, il y avait 900 unités, et bien il a tout soumis. Alors, encore une fois, c'est un individu, un groupement d'individus, on peut imaginer des entreprises, peu importe, c'est pas important, mais à la fin, il y a toujours des individus qui contrôlent. Encore une fois, c'est toujours des vivants qui s'occupent des affaires. Et lui se retrouve avec eh bien, la totalité de la monnaie. Bon, voilà l'état de la situation. Pourquoi pas, hein, réfléchissez-y, peut-être que si vous regardez l'histoire des hommes, ici ou là, dans tel ou tel pays, en suivant le fil comme ça de l'histoire et de la réalité économique et monétaire, eh bien, vous vous rendrez compte que peut-être il y a des situations de ce type-là qui se produisent. Vérifiez par vous-même. Et ce qui se passe maintenant, c'est le prochain graphique. Eh bien, c'est que les contemporains de cette situation se demandent ce qui s'est passé. Voire se demandent ce qui se passe.
eux, ils arrivent du bas, hein, comme ceux-là d'ailleurs, comme les anciens, eux, ils arrivaient du bas, hein, dans le tube ici spatio-temporel, hein, quand ils ont fait leurs opérations. Ils arrivent eux dans les conditions à peu près similaires, hein, pas de raison que ce soit particulièrement différent. Et ils voient bien que la situation n'est pas du tout la même que là, bien sûr. Elle est quand même très très différente. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi que comment ils se disent comment on va pouvoir échanger des biens ou des services dans cette situation. Sommes-nous obligés d'aller tous vers cet individu-là, ce groupement d'individus ici, pour récupérer une part de monnaie afin de continuer des échanges comme nos ancêtres, eux, par contre, avaient pu le faire sans qu'il y ait de personnes privilégiées pour ça? Devons-nous accepter cette situation? Comment pouvons-nous échanger? Pourquoi toute la monnaie se retrouve là? Bon, bref, tout un tas de questions qui sont effectivement en droit de se poser. Alors, il n'y a pas de vol dans cette histoire-là. Il y a bien une transmission par des échanges économiques tout le long de l'histoire. Mais pour autant, leur situation est quand même fortement différente d'ici. Pas eu de vol, mais problème. Donc c'est pas tellement un problème ici de spoliation, de vol ou de quoi que ce soit, c'est un problème d'incompréhension. Il y a un problème d'ignorance ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Parce qu'on se retrouve face à un problème dont on n'avait pas mesuré la teneur quand on était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, comment peut-on éventuellement essayer de remédier à cette situation un peu étrange? Eh bien, poursuivons. Comment résolvent-ils ce problème, effectivement? Eh bien, ils ont plusieurs moyens de le faire. Ils peuvent créer de la nouvelle monnaie, pour se la répartir. Ils peuvent aussi décider, ces individus qui sont privés de leurs moyens d'échange, de créer des monnaies complémentaires, de nouvelles monnaies, comme l'ont fait leurs ancêtres en quelque sorte, qui avaient eux-mêmes créé une monnaie, notamment en 1929 lors de la Grande Dépression. La Suisse, notamment, a mis au point une monnaie complémentaire qui s'appelle le VIR, et qui est toujours active en 2012, et qui concerne quelque chose comme aujourd'hui 50 000 entreprises, qui tient lieu de monnaie complémentaire au franc suisse, et qui, comme on peut s'y attendre, eh bien, a tendance à prendre son essor et à multiplier sa capacité d'échange lorsque le franc suisse, ou la monnaie officielle entre guillemets, vient à perdre sa capacité universelle, comme on vient de le voir, quand elle se retrouve concentrée et non plus équilibrée dans l'économie. Et puis en 2012, eh bien, on voit apparaître d'autres phénomènes. Évidemment, il y a toujours les systèmes d'échange locaux, les CEL, ici, système d'échange locaux. Alors, on peut citer le Chiemgauer en Allemagne, on peut citer bien sûr la monnaie Sol en France, on peut citer la Beille du Lot, on peut citer le Piaf à Paris. Voilà, des petites monnaies qui apparaissent, mais comme on le voit, suite à un problème. C'est pas un problème d'innovation pour essayer de faire mieux, c'est un problème d'essayer de ne pas perdre ce qui hier était un instrument d'échange, la monnaie, qui n'est plus là. Et puis on voit apparaître un autre phénomène, puisqu'en 2012 on n'est pas en 1929, on a Internet, donc on voit apparaître des monnaies qui ont certaines caractéristiques, comme le Bitcoin, comme Frycoin, qui est un changement de Bitcoin qui transforme un peu justement le code de la monnaie. Intéressant de savoir quelle est la différence entre les deux, c'est pas le but de cette vidéo. Et un troisième projet de développement monétaire, OpenUDC, qui lui aussi propose un code très différent de Frycoin ou de Bitcoin, et qui lui d'ailleurs va essayer de résoudre le problème que l'on vient de citer, que l'on vient de voir. Alors évidemment, il y a une autre troisième solution, quand ces deux-là sont pas possibles, ou sont rendus trop difficiles, ou que les hommes s'impatientent, ou que les conditions deviennent trop dures, eh bien il y a aussi les guerres et les révolutions. Vérifiez-le, vérifiez que il y a un certain nombre de guerres ou de révolutions qui ont lieu par appropriation unilatérale, ou enfin par manque de monnaie. C'est même pas une appropriation, comme on l'a vu, c'est un phénomène naturel, mais par non-compréhension du problème, on est devant un blocage qui peut créer des guerres ou des révolutions. Et évidemment, bien d'autres possibilités possibles, comme des changements politiques en douceur, ça peut arriver aussi, des transformations
un peu moins violente ou un peu moins contrainte. Et quel que soit le moyen, en fait, on arrive au final, après que ces actions soient mises en place et que c'est passé le temps nécessaire à leur développement, on revient à une position, plus tard, à une position de symétrie, puisque par monnaie complémentaire, par émission de nouvelles monnaies, ou par guerre ou révolution et par re-répartition de l'outil d'échange, eh bien on va retrouver ici, alors le choix ici qui a été choisi, c'est une émission monétaire pour rééquilibrer les échanges qui n'était pas possible, à hauteur de ce qu'avait ici l'individu seul, eh bien ils se retrouvent tous avec ici 900, et on voit bien que ici on a récupéré une densité de la monnaie. Alors à noter d'ailleurs que s'ils avaient créé initialement 900 plutôt que 100, ça n'aurait pas changé fondamentalement leur opération ici. Le chiffre en fait n'a pas d'importance particulière. On aurait mis 100, on aurait mis 1000, on aurait mis 10 000. La valeur de la monnaie réside dans le fait que chacun en a une quantité limitée, du moment qu'elle est fixée et qu'on la connaît à peu près, eh bien on ne peut pas dépenser indéfiniment. Il y a un moment donné, on ne peut plus. Donc c'est ça qui va limiter cette potentialité de monnaie. Pour autant, il y a quand même un phénomène qui a lieu dans cette émission, bien sûr, ici, c'est la dilution de la quantité de monnaie que possédait un individu seul, puisque en créant de la monnaie, donc sans lui prendre, on ne lui a rien pris, de la même façon que quand vous avez un producteur de voitures eh bien, qui se fait concurrencer par d'autres producteurs de voitures, eh bien, le prix de sa production baisse par la concurrence. Mais là, c'est pareil, le prix de la monnaie détenue initialement par cet individu est dilué, puisque les autres se retrouvent aussi avec 900, donc il a moins de pouvoir d'achat relatif, mais les autres en ont plus, puisqu'ils sont passés de 0, puisqu'ils avaient 0 de monnaie, à 900 sur la totalité, mais c'est toujours plus que 0. Donc on voit bien qu'il y a aussi ici une fausse démonstration à dire que l'inflation est toujours soi-disant mauvaise. Mais non, ça dépend à qui on donne la monnaie, et puis ça dépend mauvaise pour qui. Parce qu'effectivement, celui qui, on le voit, avait un gros stock de monnaie, c'est pour lui que c'est entre guillemets un désavantage. Mais c'est vraiment un désavantage que d'éviter qu'une guerre se produise ici. On peut se poser la question. Mais en tout cas, l'avantage qu'il avait en rapport monétaire vis-à-vis des autres est réduit, ça clairement. Mais c'est peut-être pas, ça réduit peut-être pas le rapport qu'il avait entre ce qu'il détenait en valeur et ce que détiennent les autres. Ce qui est un autre problème. Ici, on parle que du problème monétaire. Donc, mais on voit bien ici, par ce schéma, que si là, on considère qu'en créant 100 chats pour chacun, on ne crée pas spécialement d'inflation, mais on crée une monnaie, eh bien, en créant 900 ici pour chacun, c'est la même chose. Alors évidemment, bien sûr, entre les deux, il y a un lien. Évidemment, et c'est ce lien qui fait cette fausse croyance entre ce qui existait hier et ce qui existe aujourd'hui, et ce qui existera demain. Pour autant, comme on va le voir, on a donc ici un phénomène de symétrie, c'est ce qu'on vient de signaler. Donc ici, les 900 chacun ici correspondent aux 100 qu'il y avait là-bas. Donc d'un point de vue, je dirais, de l'histoire de la vie, par rapport aux repères que l'on suit, il n'y a pas de différence fondamentale entre cet endroit et cet endroit. Pour autant, il y a un petit problème supplémentaire auquel il va falloir s'attacher, qu'il va falloir résoudre, et on va y venir, c'est le problème des générations intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir. Non, si vous avez suivi le schéma et que vous avez compris ce qui s'est passé depuis le début, vous allez comprendre cette problématique assez vite. Ces solutions sont contraintes. Ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire que ils ont créé la monnaie, mais sous la contrainte. C'est-à-dire que parce que la situation n'avait pas été correctement envisagée au départ, et il a fallu y remédier. Donc c'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Si ça avait peut-être été mieux pensé au départ, eh bien, il n'y aurait pas eu la nécessité de faire cet effort particulier de remise à niveau. Et puis surtout, sur cette solution ici de création de monnaie par blocage sous contrainte, eh bien, il y a quand même un problème qui reste, c'est qu'il y a des générations qui en fait, dont on s'aperçoit qu'elles ont été flouées ou qu'elles seront flouées, donc avant ou après le phénomène. On va voir ça tout de suite. Eh bien voilà. On a ici, avant notre génération, eh bien,
une génération intermédiaire ici, ou une demi-génération, peu importe, hein, on pourrait imaginer qu'il y en ait plusieurs, hein, dont elle, on peut se demander, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce qu'il y a eu un moment où on a émis cette monnaie, donc ici, là, à la bordure, si vous voulez, il y en a quelques-uns qui en ont peut-être profité. Ici, à la bordure, bon, les gens n'ont pas trop été lésés par une éventuelle concentration, une première concentration, mais on voit bien qu'au milieu, là, il y aura plein de gens qui vont souffrir quand même du phénomène de transmission avant l'émission monétaire ici, on parle, hein, bien sûr, parce qu'elle a lieu après. Hein. L'émission qu'on voit là, elle a lieu après que ces gens aient vécu. Donc eux, ils ont vécu une sorte de concentration de la monnaie progressive. Et donc, ils ont vécu avec moins que leurs prédécesseurs. Et puis, il va y avoir le problème de la génération d'après. Parce que si, bien sûr, on a compris le phénomène, eh bien, le fait d'avoir remis les pendules à zéro ici ne fait que reporter le même schéma pour la suite. On est en train de créer un cycle, en fait. Un cycle de création monétaire pour des générations privilégiées qui se retrouvent monétisées, en quelque sorte, au détriment des suivantes, et puis malgré, bien sûr, l'injustice qu'ont subi les prédécesseurs qui, eux, ne se sont pas permis de faire ça. Donc, eux, ils le font par contrainte, ce n'était pas permis, mais à un moment donné, on est bien obligé de le faire parce qu'on voit que ça bloque. Et puis les suivants, on leur expliquera que c'est mal de créer de la monnaie parce que eux, ça les arrange bien de pouvoir décider à qui ou comment ils vont transmettre peut-être leur monnaie. C'est peut-être pas très fair-play. Voilà un phénomène qu'on peut comprendre sous cet angle. Alors, il faut dire, oh, ok, très bien, bon, on voit qu'il y a un problème, mais alors comment on peut le résoudre? Effectivement, alors, eh bien, il y a la possibilité de le résoudre par ce qu'on appelle la progressivité, ou en mathématiques, on appelle ça le calcul différentiel. On peut appeler ça aussi un lissage, le fait de lisser, on comprend bien, le fait de lisser, commencer peut-être à comprendre la solution, lissage de la transformation. Ou pour les plus mathématiciens, eh bien, ça rejoint aussi le calcul différentiel, on parle aussi d'intégrale, hein, d'intégrer dans le temps, finalement, ce qu'on a fait de façon discrète, peut-être si on pouvait le faire de façon continue, avec une intégrale bien choisie, eh bien peut-être qu'on pourrait trouver une solution acceptable. Eh bien, voilà de quoi il s'agit. On revient sur notre schéma. Si finalement on arrive à cette situation de contrainte où l'émission de monnaie devient quasiment une nécessité, voire une revendication qu'on ne peut plus éviter, c'est de se rendre compte qu'on pourrait peut-être éviter ces périodes de grandes tensions sociales, de grandes tensions interindividuelles, de grandes tensions entre toutes les composantes d'une société, finalement par ignorance, encore une fois, par ignorance, pas en désignant des ennemis ou des boucs émissaires. Les gens, en fait, ne se sont pas rendus compte que le temps passait et que les naissances, petit à petit, remplaçaient les morts. Ils ont vécu leur vie comme si la société, entre guillemets, existait de façon éternelle, ce qui n'est pas vrai. Une société, celle-ci, ici, est née, a vécu et est morte. Et on ne peut même pas parler d'une société, je dirais, complète ici, parce que les gens qui sont là, ils ont autant de rapports avec les anciens ici qu'avec les suivants. Donc il n'y a pas d'endroit privilégié pour choisir un endroit. Ici on a choisi, c'est parce qu'on a choisi un point de cycle pour faire comprendre le phénomène. Donc il y a un différentiel ici, entre les 900 et les 100. Et au lieu donc de faire ces choses de façon violente, eh bien on pourrait le faire de façon progressive et différentielle. Alors comment c'est possible? Eh bien on part de cette situation où on a une masse monétaire donnée, M de T, répartie entre tous les individus, à la limite peu importe qu'elle soit bien répartie ou pas, puisqu'on a compris que c'était pas un problème qu'à la fin quelqu'un ait reçu 900, mais que le fait que les autres n'aient pas reçu quelque chose qui aurait pu compenser une transmission trop exclusive, et non pas exclusive au sens strict, mais trop exclusive, de la monnaie et du pouvoir économique, en augmentant la masse monétaire d'un petit pourcentage. Ici, c'est %. Alors finalement, c'est un pourcentage temporel. C'est un pourcentage par période de temps. Ce n'est pas un pourcentage qui est fixé une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est par exemple un pourcentage par an, ou un pourcentage par mois, un pourcentage éventuellement par jour. Peu importe. Eh bien, qu'on pourrait allouer non pas, comme on l'a vu tout à l'heure, 100 à chacun au départ, ou 900 à chacun à l'arrivée, reportant le problème du cycle
à une génération ultérieure qui se retrouvera de nouveau en situation de blocage. Non, en allouant un petit pourcentage de monnaie continue qui évitera à tout jamais, en quelque sorte, eh bien, l'assèchement. Donc un petit pourcentage alloué à chacun fait que chaque individu, chaque groupement d'individus, et chaque individu en particulier, puisse continuer d'échanger avec leur outil d'échange universel, qui n'est pas spécialement une réserve de valeur. Une réserve de valeur, c'est autre chose, ça peut très bien être d'autres biens, des biens matériels comme l'immobilier, pourquoi pas l'or, pourquoi pas l'argent, mais c'est autre chose que la monnaie qui, elle, doit avoir pour caractéristique fondamentale d'être un outil d'échange universel, sans quoi elle perd sa capacité de monnaie. Elle devient une valeur, mais la valeur et la monnaie sont deux choses distinctes, du fait de la caractéristique d'universalité qui justement fait qu'il ne peut y avoir qu'une monnaie in fine. Donc bref, au final il y a toujours une monnaie gagnante, c'est pour cent. Donc, eh bien notre repère glisse, où les individus meurent et sont remplacés par des nouveaux, et la nouvelle génération, ben, un an plus tard par exemple, hein, ou ici, puisqu'on est passé là, on est quasiment à un tiers d'espérance de vie, hein, si on considère que chaque tranche correspond à un tiers d'espérance de vie, par exemple ici, je sais pas, moi 25 ans, 50 ans, 75 ans, là on est à peu près voilà, sur l'espérance de vie de 80, eh bien ceux-là sont morts, ils sont remplacés, et chacun continue à toucher ce petit pourcentage de monnaie qui est proportionnel à la masse monétaire qui est réactualisée en permanence. Ici on arrive à la demi-espérance de vie, on a deux tranches générationnelles précédentes qui sont mortes, qui ont été remplacées par deux nouvelles tranches générationnelles. On est à M de T initial au départ, plus l'espérance de vie divisée par 2. Et enfin, la génération précédente est totalement morte. Elle avait cette petite masse monétaire ici, M de T, et elle est remplacée par une masse monétaire bien sûr un peu plus grande, voire même beaucoup plus grande, peu importe. Rappelez-vous les 100 tout à l'heure et les 900 à l'arrivée, mais c'est pas tellement la quantité relative qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas d'assèchement possible. Donc il n'y a pas besoin pour ces individus de se dire on va recréer de la monnaie, on va devoir retrouver un système monétaire, etc. Non, parce que le système monétaire a été pensé pour que jamais l'assèchement soit possible. Alors évidemment, il ne faut que pas que C soit trop grand non plus, puisque C pour cent doit assurer à la monnaie une valeur. Hein. Le fait qu'on n'ait pas une réserve de valeur, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui garde, entre guillemets, sa valeur, ne veut pas dire non plus que c'est pas de valeur du tout. La quantité de monnaie étant toujours limitée, on ne peut pas non plus en dépenser indéfiniment, donc la quantité, le pouvoir d'achat de la monnaie reste limité, mais il est en quelque sorte redistribué en permanence, non pas en prenant aux uns ou distribuant aux autres, mais simplement en rajoutant le surplus monétaire à chaque individu. Voilà, un petit calcul montre, alors ça c'est un théorème de la théorie relative de la monnaie, que pour que l'ancienne, alors celle de la... Alors je vous rappelle, tous ces gens sont morts, hein, donc si on est en 2012 ici, on parle des gens qui étaient vivants 80 ans avant, c'est-à-dire justement en 1930, lors de la précédente grande crise économique. Alors si 80 ne suffit pas, on a qu'à mettre EV égale 100 ans, donc on est en 1912, voire avant, c'est pas important, à la limite, la quantité qu'on met ici. Mais ces gens sont tous morts et sont remplacés par des vivants entièrement. Donc le rapport de monnaie entre ça et ça n'a pas d'importance. Hein. Donc ici on a choisi un rapport faible de façon à ce que l'ancienne monnaie ne pèse plus. L'ancienne monnaie ne permette pas à certains individus de peser sur l'économie pour des raisons qui sont hors finalement leur égalité de générationnelle vis-à-vis de l'ancienne. Donc pour que M de T soit égal à 1% de M de T plus EV sur 2 ici, donc pour la demi-espérance de vie, on obtient que le pourcentage de croissance doit être environ égal à 2 fois log de 100 sur l'espérance de vie. Bon, vous vérifierez, ça c'est pour les matheux, mais on peut faire un rapport, donc ça c'est un résultat remarquable de la théorie relative de la monnaie. Il y a un rapport entre le pourcentage de croissance de la masse monétaire et finalement l'espérance de vie moyenne des individus de la zone économique. Donc ça c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi qu'une zone où l'espérance de vie serait très faible, eh bien, verrait une inflation monétaire forte. Mais ça d'ailleurs on peut le remarquer parce que les pays pauvres en général ont beaucoup d'inflation, et c'est les endroits où l'espérance de vie est faible. Et là où l'espérance de vie est la plus forte, finalement l'inflation est beaucoup mieux, non pas maîtrisée, mais beaucoup plus douce en fait. Elle n'est pas vraiment maîtrisée, c'est qu'en fait il y a en fait une force réelle d'équilibre entre les générations, c'est-à-dire que l'aspiration à la liberté des nouveaux individus
est au moins aussi grande que les anciens, et que si cette redistribution ou cette distribution ou cette création monétaire n'est pas in fine d'une façon ou d'une autre équitablement répartie entre les générations, il y a des problèmes sociaux qui deviennent de plus en plus prenants et qui forcent en quelque sorte cette libération. Donc elle se fait de façon volontaire ou forcée. Je crois qu'on a bien compris ici. Et alors, pour illustrer ça, je vous ai mis ici un graphique publié régulièrement sur créationmonétaire.info qui, tous les mois, fait le bilan de la croissance de la masse monétaire en euros. Alors, peu de gens peut-être le savent, mais les euros croissent régulièrement depuis leur création, d'un pourcentage qui parfois est très fort. Hein. On est ici on a atteint un taux annuel, un pic proche de 12%, justement, en pleine crise financière entre 2007 et 2008. Très forte création monétaire ici. Et ici, on retrouve le pic. Ici, on a, rappelez-vous, c'est la bulle Internet. Ici, 2000-2001, la grande crise Internet. Il y a eu création de monnaie. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a quand même il y a des gens qui, dans l'économie, se permettent de créer de la monnaie. Mais est-ce que cette monnaie est distribuée, comme on l'a vu ici, sous forme du dividende universel, ou est-ce qu'elle est allouée à certains et pas aux autres? Ça, je vous laisse juger. Mais voilà, avec ici cette ligne verte qui vous donne le pourcentage de croissance de cette masse monétaire. Donc je vous invite après à réfléchir aussi au système monétaire, mais c'est encore un autre sujet. Mais ça vous montre que la croissance de la masse monétaire existe déjà. Donc dire qu'on va accroître la masse monétaire pour équilibrer les générations entre individus, c'est une chose. Affirmer que ça ne serait pas correct de faire croître la masse monétaire, comme on peut l'entendre parfois, pour telle ou telle raison, alors que c'est déjà le cas, mais que cette croissance ne se fait pas du tout sur la base d'un dividende universel, c'est pas du tout versé aux citoyens. Et on se demande bien où ça part. Hein. Il y a quand même un double discours. Donc il faut quand même être clair sur ce point-là. Et ici, alors, c'est intéressant aussi, puisqu'il ne s'agit pas de dire oui, mais d'accord, mais c'est la zone euro, c'est pas pareil ailleurs. Mais écoutez, ça, c'est la masse monétaire aux USA. Voilà. Hein, donc la croissance n'est pas moindre. Hein. Ici, vous avez ce qu'on appelle les agrégats monétaires. Bon, en gros, considérez que la masse monétaire, c'est M3. Hein, voilà, si vous voulez, il y a les billets, les pièces, un peu l'épargne, qui est une autre sorte de monnaie, qui est un peu moins liquide, et puis le prêt aux entreprises, ou les prêts plus importants, avec des volumes plus gros, avec des garanties plus fortes, etc. Bon, peu importe. Mais au final, ça augmente la quantité de monnaie en circulation dans tous les cas, et ça ne baisse jamais. Ça ne baisse pas. Donc quand on dit que les prêts sont là pour être remboursés, il y a bien une partie des prêts qui n'est jamais remboursée, puisque sinon, il y aurait des moments de creux, de remboursement, avec grande crise de raréfaction de la monnaie. Alors il y en a, mais pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a toujours de la création monétaire. Voilà, intéressant hein, de voir ce qui se passe ici. Donc elle existe, cette création monétaire. Après, ça dépend de comment on accepte qu'elle soit faite ou pas. Et alors enfin, pour finir, je pense que là, on a vu ces points importants de repères spatio-temporels, de comprendre comment le temps et comment les générations petit à petit finalement se succèdent et pourquoi ça a conduit à des raréfactions monétaires qui ne sont pas dues à l'appropriation des uns ou pas dues non plus à des mauvais pas des autres, mais dues à l'incompréhension de d'une mécanique finalement naturelle de concentration qui n'est pas contrebalancée par une bonne compréhension du phénomène différentiel. Donc un graphique final qui vous permet de revoir maintenant, si vous avez bien compris cet exposé, vous devez bien comprendre ce schéma qui est assez parlant, je trouve. Bon, alors, hein, on reconnaît ici la fameuse bande-annonce, hein. Le fameux flux humain. Hein, ça, imaginez que ça c'est les Égyptiens, ça c'est les Romains, ça c'est le Moyen-Âge hein, pour l'Europe, ça c'est la Révolution française, ça c'est les guerres de 39-45, et puis ça c'est nous. Et puis là il y a les futurs. Et bien nous on est juste là, et on va bientôt passer. Et bien qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on refait l'erreur qui a été faite par là, de recréer violemment de la monnaie pour nous, en laissant les suivants subir une lente concentration de monnaie jusqu'à la prochaine crise? Ou est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Parce que la Terre, elle continue
sa course et elle va nous laisser. Hein. C'est-à-dire qu'ici, elle va continuer et on va mourir, nous. Et eux, ils vont vivre sur cette terre. Tous les jours, ils arrivent. Tous les jours, nous, on part un peu plus rejoindre nos glorieux anciens. Et qu'est-ce qu'on aura fait? Est-ce qu'on aura répété l'erreur? Est-ce qu'on aura compris qu'il faut absolument que l'outil d'échange universel ne soit pas pris par certains au détriment des autres? Eh bien ça, le débat reste ouvert. Voilà, donc je vous laisse sur ces schémas, sur cette vidéo, comprendre le dividende universel via la symétrie temporelle. Donc je vous invite à y réfléchir en détail, à faire des simulations vous-même. Si vous avez compris, n'hésitez pas à faire vous-même des vidéos. Pour les plus doués, moi j'invite les développeurs informatiques, notamment les développeurs de jeux, à développer des modèles de jeux, des simulations d'économie basées sur eh bien, un jeu à émission monétaire pour voir comment inéluctablement la mort des joueurs finit par petit à petit transmettre la monnaie à certains nouveaux entrants et pas aux autres. Pourquoi pas? Des jeux de la vie, ça existe. Voilà, donc je vous invite bien sûr à commenter cette vidéo, à la reprendre, allez-y, c'est en Creative Commons, voilà, par créationmonétaire.info. Donc c'est inspiré de la théorie relative à la monnaie. Les graphiques ont été réalisés par Inkscape, avec Inkscape, ainsi qu'avec l'aide de Wikimedia et Antialas Factory, qui fait de très jolies icônes libres. La vidéo a été captée par Recordmark Desktop, la finition vidéo par OpenShot, et le système opérationnel est de GNU Linux, c'est Ubuntu. Voilà, merci à vous. Au revoir.